Les Sibériens du Nord vivent dans la peau de leur reine. À cette latitude, aujourd'hui encore, pour s'abriter et se couvrir, rien ne la remplace quand il s'agit d'affronter les froids extrêmes des 8 mois d'hiver. Le travail de la peau reste donc ici une activité essentielle. Tchourtch et Koryak sont réputés pour leur savoir-faire en la matière. Installé au confluent de l'Apuka et de la Tchaïvayam, à une cinquantaine de kilomètres de la mer, Atchaïvayam est un comptoir de 613 habitants, en majorité Tchouktch. Autour de ce centre administratif et du sovkhoz spécialisé dans la production des talons, se sont peu à peu sédentarisés les nomades éleveurs de rennes. Tous continuent de se déplacer vers les lieux de pêche ou de rassemblement des troupeaux. Certains ont planté leurs tentes aux alentours du village pour y pratiquer activités et rituels traditionnels. Seuls circulent encore en toundra tout au long de l'année les bergers qui accompagnent la transhumance des troupeaux. Toute la vie de ces hommes est fondée sur leur relation avec le renne, qu'il s'agisse de l'économie, de la vie politique et sociale ou du domaine symbolique. L'abattage d'un renne est toujours un moment important pour l'ensemble du groupe. La bête qu'on isole est choisie en fonction de son âge, son sexe ou son état physique. Une fois dépecée, la carcasse sera découpée. Rien ne sera perdu. La viande sera consommée dans des délais variables. Des os broyés produiront de la graisse. Les tendons deviendront du fil. La peau, traitée, sera employée pour la couverture des habitations, la literie et la fabrication de vêtements adaptés à la rigueur du climat. Épaisseur du cuir, densité de la fourrure, selon les saisons, les qualités des peaux varient. Elles seront donc utilisées de manière sélective. Les procédés mis en œuvre pour transformer les peaux en un cuir résistant et souple sont d'une grande simplicité. La peau des pattes, appelée camousse, réservée en particulier à la fabrication des bottes, est traitée séparément. Quand elle est trop sèche, la peau est humidifiée. Un pilonnage permet d'en casser les fibres. Un premier grattage va ensuite commencer à l'amincir et à l'assouplir.
La peau, grattée, il va falloir la nourrir. Dans cette région, on utilise à cet effet des excréments de renne, exclusivement récoltés au printemps, lorsque l'animal broute de jeunes lichens et des pousses d'aulne. Ces excréments, mis en réserve jusqu'à utilisation, sont à ce moment-là malaxés avec de l'eau pour obtenir une pâte homogène avec laquelle la peau va être confite. Les camousses sont entièrement enduits de la mixture. Puis ils sont assemblés, face traitée l'une contre l'autre, et roulés afin de conserver l'humidité. L'ensemble sera mis en attente dans un endroit chaud pendant une journée pour que le mélange pénètre les fibres, les réorganise et limite des substances albuminoïdes. Ceci permet une meilleure conservation du cuir et prépare la peau à subir éventuellement un tannage végétal. La mixture est ensuite enlevée au grattoir et récupérée pour être réutilisée. Amincissement et étirement recommencent. Induction et grattage alternés sont répétés une seconde, voire une troisième fois, jusqu'à ce que la peau atteigne la texture désirée. Les seuls outils utilisés sont des grattoirs produits en majorité à partir de pierres ramassées en toundra par les femmes. Ici, le bloc de pierre est fracturé sur un moyeu de camion en percussion posée. Les éclats obtenus sont aménagés avec le talon d'un burin de métal, en percussion lancée. Это еще хорошо. А это еще, как она раздробилась, это еще маленький, а ее делать большие об камень. Прям камень об камень делать. Дробят тогда. La mise en forme du tranchant, plus précise, s'effectue avec le biseau du burin. En toundra, ces opérations sont réalisées avec des percuteurs de pierre trouvés sur place puis abandonnés. La dimension des outils ainsi obtenus est variable. Il existe aussi des grattoirs de métal choisis pour certaines opérations. On les appelle pierres de métal. Tous ces grattoirs sont insérés au centre de manches transversaux en bois et sont interchangeables. Les grandes peaux sont traitées selon les mêmes procédés que les camousses. Pour les opérations de grattage,
Elles sont posées sur des planches de bois calées au sol. L'extrémité supérieure de la pièce à travailler est bloquée entre la planche et le corps de l'artisan. L'outil est poussé vers l'avant et c'est cette pression sur la lame qui la place précisément dans la cavité aménagée à cet effet. Le tranchant métallique intervient généralement dans les zones plus difficiles, en particulier pour finir les bords où la peau, trop sèche, est cornée. Pour ces grandes peaux, les confits posent 3 jours. C'est le grattoir en pierre qui est majoritairement utilisé. Son tranchant, moins agressif que celui en métal, réduit les risques de déchirement. Des peaux vont subir un traitement complémentaire à base d'écorce d'aulne. Cette écorce est récoltée à l'automne sur de jeunes arbres que l'on vient de couper. Les femmes sélectionnent à l'œil une certaine qualité d'écorce sur des aulnes qu'elles qualifient de femelles. Les copeaux, séchés pendant plusieurs semaines, seront utilisés ultérieurement. Ce sont essentiellement les grandes peaux qui seront traitées avec des mélanges à base d'écorce. Au moins 2 inductions vont se succéder. Pour chacune d'elles, la préparation sera différente. Dans la première, les copeaux sont longuement mélangés à de l'eau. Afin d'augmenter les propriétés tannantes et donc colorantes de ce mélange, on les mettra ensuite à chauffer doucement. Le mélange tiédi va être soigneusement étalé sur l'ensemble de la peau. L'écorce d'aulne, qui contient autant de tanins que celle du chêne, donne au cuir une couleur terre de sienne. Pour cette première induction, c'est en tapotant que les femmes font pénétrer la pâte. Toutes les substances tannantes doivent en effet pénétrer la peau, défibrillée par le confitage. Une fois enduite, la peau est pliée puis mise en attente à la chaleur pendant au moins une nuit. Après un temps de macération, elle sera nettoyée des résidus d'induction qui seront récupérés pour être réutilisés. La peau ainsi préparée sera suspendue le temps du séchage. Это мягкая уже там шкура, я ее на балконе дома оставила. Pour la rendre perméable au traitement suivant, la peau est ensuite grattée afin d'en retirer la pellicule superficielle. Les outils de pierre, transmis de génération en génération, sont rarement affûtés, car c'est un tranchant très émoussé qui est recherché. En effet, bien utilisé, l'outil émoussé est aussi efficace que l'outil acéré.
mais les risques de déchirement de la peau sont considérablement réduits. Vient ensuite une des dernières opérations, le retannage, dont le but est d'aboutir précisément à la couleur recherchée. L'écorce y est mélangée à de l'urine matinale de femme. Cette mixture va mordancer la peau, c'est-à-dire permettre aux éléments de pénétrer le cuir à cœur. Et après fermentation, favoriser le développement, les nuances et la fixation des couleurs. Contrairement au premier passage, cette induction doit être pratiquée avec un geste précis et régulier, afin que la coloration soit homogène. Pour la même raison, aucun résidu d'écorce ne doit rester sur la peau qu'il risquerait de tacher. Si la couleur désirée n'est pas obtenue, une fois sèche, la peau sera à nouveau grattée et enduite avec un mélange identique. Après obtention de la couleur recherchée et le séchage terminé, arrivera la dernière étape, l'assouplissement. Les peaux ainsi traitées deviennent plus imperméables et pourront donc être cousues en bas des tentes. Les plus belles, dont on aura le plus travaillé la couleur, serviront quant à elles à la confection des kuklianka, l'un des vêtements traditionnels. Pour les peaux les plus grandes et les plus épaisses, l'assouplissement se fait au pied, toujours recouvert d'un chausson en peau. Mais ce n'est pas seulement le talon qui pousse vers l'extérieur, ce sont aussi les mains qui tirent en même temps la peau vers l'intervenante. L'assouplissement se fait à la main pour les bords des grandes peaux, ainsi que pour l'ensemble du camousse. Les peaux que l'on veut boucaner sont exposées à la fumée du foyer domestique. Chargée d'alcool, d'acétone, d'huiles essentielles et de goudron, cette fumée, en se combinant aux fibres de la peau, la conserve et l'imperméabilise. Les peaux à traiter sont cousues dans la couverture de la tente. Les peaux de faon mort-nés, toujours closes, sont réservées à la confection des vêtements d'enfants. Trop fines pour être travaillées au grattoir, elles sont entièrement traitées à la main. Elles seront roulées et mises à poser pendant une journée après avoir été réhydratées et graissées au savon. Après la pose, la membrane superficielle de la peau est arrachée à l'ongle. Cette opération conduit aussi à étirer le cuir en en cassant les fibres et donc l'assouplit. Pour ces peaux fines, le traitement est réduit à ces deux gestes. Une fois étirées, elles seront laissées en l'état. Les peaux traitées sont ensuite cousues pour réaliser des vêtements et des couvertures de tente. Le fil provient de tendons de renne séchés puis écrasés pour séparer les fibres. On prélève alors quelques-unes de ces fibres.
Elles sont regroupées en 2 brins enroulés sur eux-mêmes, puis torsadés ensemble. La grosseur du fil varie selon le travail à faire. Le fil ainsi obtenu est largement préféré à tous ceux fabriqués dans les matériaux modernes, car il ne se salit pas et reste toujours blanc. Les peaux sont donc coupées et assemblées pour fabriquer et réparer la couverture des tentes. Elles sont placées fourrure tournée vers l'extérieur. On utilise de préférence des peaux d'hiver, assemblées en nombre variable selon l'espace à couvrir et la famille à abriter. La couverture des tentes est soigneusement entretenue. On la répare à tout moment, aussi bien lorsque la tente est dressée, comme ici, que lorsqu'elle est descendue à un changement de saison. Les pièces, mises bord à bord, sont surjetées. L'épaisseur du cuir rend le travail difficile. La couturière utilise donc un dé, parfois encore en bois de renne. Lorsque le cuir en place est très usé, une lanière de cuir, épilée par raclage, sert de biais pour renforcer la couture. À l'exception des bottes faites à partir des camousses, ce sont les grandes peaux qui servent à confectionner les vêtements. Certains seront préparés de façon à être portés fourrure à l'extérieur, d'autres fourrure à l'intérieur, comme celui porté par cette couturière. Toutes les découpes sont faites au couteau, selon des patrons parfaitement mémorisés. Les pièces, ainsi préparées, sont ajoutées au fur et à mesure à l'ouvrage en cours. Elles sont cousues bord à bord avec des coutures fines, très plates, invisibles du côté externe du vêtement. La planche sur laquelle on a découpé sert à maintenir l'ouvrage. À cet effet, la couturière la coince sous son autre jambe qui exerce alors une pression. On sectionne au ras du cuir les poils qui pourraient empêcher un assemblage propre. Après la confection des vêtements, vient leur ornementation. L'opération est d'importance. À la valeur esthétique des décors appliqués s'ajoute toute une dimension symbolique et protectrice. Les cuirs sont donc richement ornés par des patchworks de poils de différentes sortes et même de différentes origines animales. Les dessins peuvent être soulignés par des découpes variées, zigzags, grecs ou franges. Ici, ce sont des ornements perlés qui sont préférés. Regroupés selon un algorithme de couleurs très précisément codé, où le rouge et le blanc tiendront une place essentielle, les perles sont cousues sur des morceaux de cuir. Ces motifs seront ensuite appliqués sur les vêtements et agrémentés de fanfreluches. Toutes ces activités traditionnelles sont l'expression d'une authentique identité culturelle. Celle d'hommes et de femmes héritiers d'une tradition fondée sur un accord profond avec l'environnement naturel, aussi hostile puisse-t-il être. Ceux qui continuent à s'en réclamer parviennent à survivre, malgré les fracas d'un monde qui s'écroule autour d'eux, ne leur apportant pour l'heure que des ersatz du progrès.
Grâce aux efforts déployés par quelques-uns, grâce au dévouement de ceux qui encadrent la jeunesse, l'équilibre n'est pas encore rompu.